Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le dimanche 13 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durand, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant et l'idéalisme allemand, et dans la toute petite partie qu'il consacre à la fin de ce chapitre à Hegel. C'est la troisième vidéo qui parle de là. Je lis, je découvre en même temps, et voilà, éventuellement j'extrapole sur d'autres sujets en lien avec ma théorie, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, qu'on retrouve sur mécaniqueuniverselle.net. Voilà, alors je commence ma lecture. De toutes les relations, la plus universelle est celle du contraste ou de l'opposition. Il parle là de la philosophie d'Hegel. Toute condition de la pensée ou des choses, toute idée et toute situation dans le monde conduit infailliblement à son contraire et s'unit à lui pour former un tout plus complexe. Alors là, je suis d'accord avec cette pensée d'Hegel. C'est le travail conjoint d'une chose et de son contraire, enfin c'est l'évolution de l'humanité, c'est la réunion, c'est la convergence de plusieurs choses. Euh, le bien, le mal, voilà, sur la mécanique universelle, j'essaye de démontrer que le bien et le mal travaillent ensemble pour construire le bien final, le, la, le bien la, qui sera la valeur cardinale et unique de l'humanité lorsqu'elle aura atteint son ultime perfection. Voilà, par exemple. Le bien, le mal travaillent à ça. Pour l'histoire, par exemple, on peut prendre n'importe quel exemple. Dans l'histoire de l'évolution de l'art, par exemple. Les mouvements se suivent, se succèdent en contradiction les uns des autres, en règle générale. C'est-à-dire qu'un mouvement qui va utiliser beaucoup de matière va être suivi bien souvent par un mouvement qui va utiliser surtout l'esprit. Ça va être le conceptuel, par exemple, qui va venir derrière un mouvement expressionniste ou impressionniste, etc. Et donc, mais en réalité, c'est ce travail conjoint qui trace l'histoire de l'art. Et donc, c'est valable pour toutes les choses. Et c'est valable pour l'évolution historique. Par exemple, en ce moment, il y a une sorte de combat entre l'Occident, l'Europe occidentale, les États-Unis et les Russes. Voilà, nous sommes dans un moment charnière. Il y a une épreuve de force sur une position géographique, l'Ukraine. Et en fait, on a l'impression que c'est une lutte de, de, de deux idéologies, de deux façons de penser, ou pour la justice, ou pour l'Ukraine, ou pour les Russes, ou pour les Européens, etc. On pourrait voir cela comme ça. Mais en réalité, ces deux mouvements travaillent pour un troisième qui est ce qui se réalisera à la fin de cette confrontation. À la fin de cette confrontation, c'est le progrès qui sera sorti de ces deux antagonismes, de cet antagonisme. Et c'est valable pour toute l'histoire. L'histoire de voilà la guerre 39-40, c'est l'opposition à un certain moment du monde qu'on va dire libre contre le monde contre
l'axe Allemagne, Japon, Italie. Et donc on a l'impression que la réalité, c'est cette bataille-là. Cette bataille, oui, elle est importante, elle est là, mais cette victoire, la victoire de la démocratie, du monde démocratique sur les dictatures, va derrière enclencher un processus qui va avoir mis en route, par exemple, une loi fondamentale de crimes contre l'humanité que l'humanité ne pouvait pas mettre en place sans que une horreur comme celle qu'a fait le nazisme ne révolte tellement l'humanité que cette loi, il fallait l'imposer à tout prix. Donc il y a cette loi, par exemple, qui apparaît. Derrière ça, il y a tout le comité de la résistance en Europe qui va amener des lois fondamentales qui n'auraient pas été, dont le progrès n'aurait pas été aussi rapide s'il n'y avait pas eu cette guerre. Alors, c'est la mauvaise façon d'évoluer, évidemment, mais c'est pas la mauvaise, c'est la seule façon que l'on comprend, que l'on connaît, nous, l'humanité actuelle, qui est encore semi-consciente, on va dire. On ne sait pas pourquoi on devrait travailler ensemble, en commun, pour une finalité globale, pour la finalité de l'ensemble humain. On n'a pas encore pris conscience qu'on travaille tous à cette finalité de l'histoire humaine. Donc, on travaille par antagonisme, par lutte, voilà, et par destruction et reconstruction. C'est notre façon de faire évoluer l'humanité. On n'a pas encore compris que le but, il est universel. Ça va venir, on est très proche de la prise de conscience de ce but universel et que nous faisons partie de la même planète, que nous sommes la même, euh, la même espèce, que nous sommes le même groupe humain, qu'on peut commencer à évoluer, à travailler sur l'humanité, à faire évoluer l'humanité de façon consciente pour un but déterminé, atteindre la perfection indépassable. Voilà, mais ça va nécessiter, même lorsqu'on va prendre conscience de cette finalité, c'est ce que propose la mécanique universelle, ma théorie. Ma théorie propose de prendre conscience de cette finalité-là. Voilà, je dis, il est peut-être temps pour l'humanité de prendre conscience qu'on a un sens commun et qu'on doit travailler ensemble à ce sens commun. Évidemment que même quand la prise de conscience va venir, il y aura des controverses, il faudra quand même dépasser tout un tas d'oppositions, de luttes, de combats, de combats qu'on croira très importants, qu'on croira majeurs, dont on croira que c'est c'est la suprême chose, que le combat entre les réactionnaires qui vont dire non, on ne veut pas on veut pas construire cette humanité parfaite où on s'ennuiera, où l'homme, etc. Il faudra dépasser tout un tas de blocages mentaux vis-à-vis de cette finalité. Il faudra la démontrer, la prouver, etc. Mais tout ce travail de lutte servira à cette finalité, quoi qu'il arrive. Voilà. Pour moi, c'est cela. Et donc là, c'est ça. Toute idée, toute situation dans le monde conduit infailliblement à son contraire et s'unit à lui pour former un tout plus complexe. C'est exactement ça. C'est là où la pensée de Hegel, j'ai toujours pensé que Hegel, c'était le philosophe le plus important de la modernité, du monde depuis, on va dire, depuis
depuis la Renaissance, en gros. Voilà. Et c'est ou alors, bon, même si on reste sur l'idée que depuis le 19e siècle, depuis le début du 19e siècle, c'est le philosophe le plus important. Intuitivement, j'ai picoré seulement Hegel, mais je me rends compte que sa vision, c'est la vision de la montée, ça explique la montée progressive de l'humanité vers son ultime perfection. Lui, il dit la montée progressive de l'humanité, de l'esprit vers son ultime perfection. Quand j'ai lu Hegel, peut-être une dizaine d'années après avoir découvert ma théorie, j'ai dit évidemment, c'est ça, c'est la montée vers l'esprit supérieur. Alors, ça s'incarne dans la montée progressive de l'humanité vers sa perfection, puisque la perfection humaine, c'est la capacité par l'humanité d'expérimenter l'extase. Et l'extase, c'est l'esprit à son sommet, c'est l'esprit, c'est le plus haut degré de l'esprit. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas être au-delà de l'extase au niveau de l'esprit. Il peut être plus intelligent, on arrivera sans doute à doper l'esprit, à le rendre extrêmement performant, etc. Mais ce qui fait l'esprit, ce qui est la finalité de l'esprit, c'est l'extase, c'est la réunion avec le divin. Dans l'état d'extase, l'esprit est en osmose avec le divin et avec tout, avec l'ensemble de la création. Donc il comprend tout, il est dans un pur éveil, il est dans un état c'est l'état subliminal. Voilà. Mais évidemment, on devra développer sans doute d'autres choses si on est dans l'homme performé, l'homme augmenté. Bon, il faudra peut-être passer par ça, c'est clair, c'est pas la finalité, l'homme augmenté, ça ne sera pas la finalité, même s'il peut vivre 100, 200, 300 ans, 400 ans, ça c'est pas la finalité à mon sens. La finalité, elle est spirituelle. Et l'humanité en prendra conscience dans le futur. Ce mouvement dialectique, voilà, donc la dialectique, c'est ça, c'est l'étude de l'évolution des choses, se retrouve dans tout ce que Hegel a écrit. C'est une vieille idée, en somme, que l'on trouve déjà chez Empédocle. Ah, il faudra que j'aille voir. Et qui a pris corps dans le juste milieu d'Aristote, d'après lequel la science des contraires est une. D'accord. La vérité, mais c'est pas pareil, la science des contraires et le mouvement dialectique. Donc il faudra voir chez Empédocle ce que ça veut dire. La vérité, tel un électron, est une unité organique de parties opposées. C'est ça, l'électron, eh ben, il faut qu'il y ait un noyau plus le reste. C'est le travail conjoint des choses qui fabrique la réalité des choses. La vérité du conservatisme et du radicalisme, c'est le libéralisme. Esprit ouvert et main prudente, main ouverte et esprit prudent. Eh bien voilà. Et la vérité du communisme et du libéralisme, ça sera le communal-libéralisme, peut-être qui va venir, et qui sera la jonction de ces deux idéologies. Ça viendra peut-être dans 10, 20, 30 ans, mais ça viendra, ça sera, c'est la logique du libéralisme. Le libéralisme devra évoluer vers vers quelque chose qui prendra le meilleur du marxisme, du communisme et le meilleur du libéralisme. C'est l'avenir de l'humanité. Esprit ouvert et main prudente, main ouverte et esprit prudent. La formation de nos opinions sur les grands problèmes, est une oscillation décroissante entre les extrêmes. Et dans toutes les questions ouvertes à la discussion, veritas in medio stat, le mouvement de l'évolution est un développement continu d'opposition
qui se fondent l'une dans l'autre et se concilient. Et voilà, c'est bien ça. Sauf qu'à l'époque, même à l'époque de Will Durant, il n'était pas encore concevable pour l'esprit philosophique de penser que l'humanité va vers sa perfection, d'imaginer le but de l'humanité. Ce n'était pas encore possible à leur époque. Il a fallu que ça soit la mécanique universelle qui ouvre ce chemin. Voilà, c'est la mécanique universelle qui ouvre ce chemin. À l'époque, ce n'était pas possible parce que le matérialisme était trop intense, alors que les religions avaient déjà pensé à ça bien avant. Dès leur origine, elles avaient compris que l'humanité évoluera vers sa finalité, la rencontre avec le divin, avec le fait que les lois de Dieu, l'état d'âme de Dieu, c'est-à-dire l'amour, s'imposera sur terre. Et elles avaient compris ça. Mais à l'époque de Will Durant, le religieux était mis de côté. C'était dans la philosophie. La philosophie ne voulait pas s'intéresser aux religieux, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Quand on écoute les cours en fac, on se rend compte que l'idée de Dieu, c'est quelque chose qui paraît complètement absurde. Du divin, voilà, mais peut-être parce que on a mis derrière Dieu une image qui n'y a pas lieu d'être. Voilà, c'est juste l'image qu'il faut changer, comprendre qu'il y a un principe créateur, qu'il a le potentiel de tout ce que les religions disent, c'est-à-dire de l'amour, etc., voilà, toutes ces choses-là, mais que c'est pas un personnage avec une barbe posée sur un nuage. Le mouvement de l'évolution est un développement continu d'oppositions qui se fondent l'une dans l'autre et se concilient. Il a tout compris. Schelling avait raison. Il existe une identité sous-jacente des opposés. Et Fichte avait raison. Thèse, antithèse et synthèse constituent la formule et le secret de tout développement et de toute réalité. Eh bien, ils ont dû se régaler, ces trois hommes, Schelling, Fichte et Hegel, qui vivaient au même moment, qui étaient sans doute des amis. Les soirées, ça devait être drôlement quelque chose. J'aurais bien voulu y participer, parce que je suis tout à fait d'accord avec leur point de vue. En effet, ce ne sont pas seulement les pensées qui se développent et évoluent suivant ce mouvement dialectique, mais les choses également. Toute condition d'affaire contient une contradiction que l'évolution doit résoudre par une unité réconciliatrice. C'est exactement ça. Merci Will Durant de simplifier la pensée d'un Hegel. J'ai sous-estimé dans la vidéo précédente les capacités énormes de Will Durant à comprendre même le côté alambiqué du travail de Hegel. Mais bon, voilà, mea culpa. C'est ainsi sans doute que notre système social actuel secrète une contradiction qui se détruit elle-même. L'individualisme stimulateur, indispensable dans une période d'adolescence économique et de ressources inexploitées, suscite à un âge plus avancé l'aspiration à une république coopérative, et l'avenir ne verra ni la réalité présente ni l'idéal envisagé, mais une synthèse dans laquelle tous deux contribueront par leur part à créer une vie plus haute. C'est exactement ça. Exactement ça. C'est exactement ça. Et voilà. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et les luttes politiques actuelles entre l'extrême gauche, l'extrême droite construisent quelque chose qui obligera la politique à aller à évoluer, à passer d'un palier à un autre. Et bien souvent, l'obscénité d'un système par lui-même s'auto-anéantit. L'obscénité du libéralisme, là, qui ne veut pas lâcher prise, va être dépassée forcément.
ou se métamorphoser, se réformer radicalement, mais en tout cas, le néolibéralisme tel qu'il a été, tel qu'il a exploité les 4 dernières décennies, par son obscénité, a engendré tous les moyens de le renverser. Et donc il sera renversé, mais renversé en douceur très certainement, mais il sera dépassé, voilà. Il aura engendré donc la lutte du capitalisme contre le communisme pendant 100 ans, avec la victoire au final du capitalisme, et dans cette victoire, en rentrant en toute puissance, l'orgueil d'avoir vaincu, a transformé le capitalisme, le libéralisme en néolibéralisme. Ce néolibéralisme tellement orgueilleux, tellement sourd, tellement dominateur, qu'il a engendré une sorte de toute-puissance insupportable qui met en route une énergie pour le renverser. Et c'est ce qui va se passer. Ce stade plus élevé aboutira à son tour à une contradiction productive, d'où résultera un degré supérieur d'organisation, de complexité et d'unité. Et ce qui est incroyable, c'est que la société n'a pas compris Hegel. C'est ce que j'ai écrit déjà il y a des années précédentes. C'est curieux qu'on n'ait pas compris ce qu'exprimait Hegel, parce que finalement derrière lui, son idée d'évolution et de cette réflexion qui suggère, qui appelle en fait une réflexion sur la finalité de l'humanité, eh bien elle n'a pas été entreprise en fait. Les enfants d'Hegel se sont dirigés sur des choses différentes. À mon sens, je ne sais pas, je ne connais pas assez l'histoire de la philosophie. Mais une partie est partie du côté de Marx, donc sur le matérialisme et sur la société, etc. Alors oui, ça, c'est une partie, mais c'est curieux parce que elle écarte l'idée que cette évolution est spirituelle. Donc Marx va dire il faut l'évolution conduira en fait le dominant et le dominé, le patron et l'ouvrier à fusionner, à devenir une identité pour, et c'est ça qu'il faut réclamer. Il faut réclamer cette chose-là pour que il n'y ait plus d'antagonisme, pour qu'on travaille dans la joie, la bonne humeur et le partage, etc., etc. Donc, ça engendre en fait cette réflexion matérialiste. Je pense que de l'autre côté, il a dû avoir 2 sortes d'enfants, Hegel, des enfants matérialistes et des enfants spirituels. Mais les deux ne se sont pas croisés pour dire l'évolution de l'humanité, ça doit être, on doit mener l'humanité à sa perfection, et cette perfection, elle est spirituelle, matérielle, etc. Donc la fusion de cet ensemble. Et heureusement en fait que ça ne s'est pas fait, parce que ça aurait été bien trop en avance. Il fallait encore faire tomber des barrières, et il est probable, c'est triste hein, parce que ça veut dire que je mourrai dans l'anonymat le plus. C'est pas l'anonymat qui me gêne, mais sans même voir que cette théorie aura été un peu prise au sérieux, qu'elle aura servi à quelque chose, ma théorie. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Je subodore que c'est pas encore le temps, qu'il faut encore de la castagne, qu'il faut encore de l'antagonisme, qu'il faut encore de la surdité, que c'est pas possible de voir une prise de conscience, ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est pour ça qu'il n'y a pas un philosophe, et pourtant il en passe sur la mécanique universelle, mais il n'y en a pas qui disent « Ah ben tiens, peut-être
l'idée est pas bête, que c'est ça, etc., etc. Et donc, ça ne pouvait pas être... Cette prise de conscience n'était pas possible et pas souhaitable à l'époque de Hegel. Elle n'est pas souhaitable peut-être encore aujourd'hui. C'est possible, je ne sais pas. Je m'acharne à dire qu'elle est souhaitable, que c'est bien qu'on prenne conscience de notre but commun, d'un but commun, mais c'est pas dit que ça soit la réalité. Et donc il faut que j'accepte que cette théorie reste dans l'anonymat jusqu'à ce que quelqu'un la déniche et dise tiens, vous savez, il y avait un truc, il y avait une sorte de fou au début 21e siècle, fin du 20e et début 21e, à partir de 1999, qui a imaginé une chose et c'est peut-être pas bête, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bon, c'est comme ça. Alors je continue. Le mouvement de la pensée est donc bien le même que celui des choses. Il y a en chacun progrès dialectique de l'unité à travers la diversité, à la diversité dans l'unité. La pensée et l'être suivent la même loi. Et la logique ne fait qu'un avec la métaphysique. Ah, voilà, il en parle. Oui, avec la métaphysique, la logique et la métaphysique. Bien entendu, donc il le dit. L'esprit est l'indispensable organe de la perception de ce procédé dialectique et de cette unité dans la diversité. La fonction de l'esprit et la tâche de la philosophie consiste à découvrir l'unité qui se trouve à l'état potentiel dans la diversité. La tâche de la politique est d'unifier les individus en un état, comme la tâche de l'éthique est d'unifier le caractère et la conduite. J'ai décroché un petit peu, donc je n'arrive plus à analyser, là. Mais c'est pas grave, vous avez au moins la lecture. La tâche de la religion est d'atteindre et de sentir cet absolu dans lequel toutes les oppositions se fondent dans l'unité, cette grande somme de l'être dans laquelle la matière et l'esprit, le sujet et l'objet, le bien et le mal ne font qu'un. Mais c'est exactement ça. Mais alors, voilà, il a été éclairé, tout simplement. Moi, la mécanique universelle m'est tombée dessus. Il n'y avait aucune raison que ça me tombe dessus. Cette phrase, elle est née, j'écrivais des choses et j'ai écrit cette phrase sans savoir ce que j'écrivais. J'ai pris conscience de cette phrase. Il y a quelque chose de tout à fait mystique, magique, même si je me refuse de sombrer dans ce genre de choses, parce que c'est pas ma nature de penser comme ça. Mais je suis persuadé que c'est ça. Et je suis persuadé que la prise de conscience de Hegel, c'est la même chose, c'est quelque chose de mystique, quoi. Et c'est pareil que c'est la même chose pour Abraham, pour Moïse, pour le Christ, pour Mahomet, voilà, ou pour Bouddha. C'est la même chose. Il y a quelque chose, il y a une force qui se pose, qui impose. Et là, on est guidé. On est juste l'instrument de cette pensée. Voilà, moi c'est pour ça qu'il n'y a aucun orgueil à l'intérieur de soi. Il n'y avait pas d'orgueil, je pense, à l'intérieur du Bouddha, aucun, parce qu'il était guidé, il sentait que c'était l'œuvre qu'il devait faire. On exigeait cette œuvre de lui comme n'importe, voilà, un esclave. On l'oblige à faire ça, il n'a pas d'orgueil, il le fait, il est obligé de le faire. C'était ça, le sentiment qu'avait un esclave aux États-Unis ou chez les Grecs, eh ben c'est l'état d'esprit, je pense, de Hegel, de tous les philosophes qui ont ce sentiment d'écrire quelque chose qui les a mis en œuvre, en somme. Voilà. Et c'est exactement ça. Et là, c'est tout à fait cette chose-là. Et c'est bien dans le spirituel. Donc, il a dû ou faire l'expérience de l'extase, ou comprendre qu'il a eu la révélation. Eureka.
Qu'est-ce qui fait que Newton, d'un seul coup, voilà, peut-être elle est fausse cette idée, je ne sais pas, mais selon laquelle Newton il voit une pomme tomber. Mais c'est comme ça, c'est ça la créativité. C'est quelque chose qui rentre dans la tête, et même si on peut imaginer que c'est la convergence de plein de choses, voilà, moi cette phrase, elle est née sans doute de plein d'interrogations, et d'un seul coup, c'est arrivé. Mais il y a quelque chose au-dessus de ça. C'est pas aussi mécanique que ça la vie, c'est pas aussi pragmatique. Cet univers, c'est pas quelque chose qu'on peut imaginer né de rien, sans principe créateur, etc., sans force créatrice. Le fait que cette création se dissimule à nous, malgré le fait qu'on découvre de décennie en décennie des nouveautés, de siècle en siècle, on découvre quelque chose, on a l'impression que c'est génial, on a découvert, on est au bord de découvrir ce qu'est la matière, et puis en fait on se rend compte que ça nous a amené en haut d'une montagne, mais que derrière il y a une autre montagne, il y a un autre horizon, et qu'on doit aller vers cet autre horizon. Que ce principe créateur soit aussi intelligent pour créer un système aussi avec une carotte aussi magique, et que nous soyons obligés d'avancer derrière cette carotte, euh, mécaniquement, qu'on ne puisse pas faire autrement, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant là derrière. On ne peut pas rester sur l'idée que c'est bien sûr qu'on peut, on peut peut-être découvrir que la pensée de Newton, la mienne, celle de Hegel, c'est venu voilà, juste un assemblage de choses, etc. On peut penser que l'extase, c'est voilà, un état un peu de paroxystique de l'esprit, etc. Mais pourquoi il y a l'extase dans cet univers? Pour quelle raison? Voilà. Pourquoi on croit? Pourquoi la conscience est apparue sur cette terre et au milieu de cet univers? Pour quelle raison? Pourquoi cette conscience nous oblige à chercher, à essayer de comprendre d'où nous venons, où nous allons, qui nous sommes? Pourquoi ça nous oblige à essayer de comprendre comment est fait cet univers, d'où il vient, où il va? C'est quand même quelque chose. Je continue. Dieu est le système de relations dans lequel toutes choses se meuvent, ont leur existence et leur signification. Voilà. Pour Hegel, c'était ça. Il était total, Hegel. Et il a donné naissance à ces deux hémisphères. Il a donné naissance à une hémisphère droite, à une hémisphère gauche, le matérialisme marxiste, et sans doute à une hémisphère droite, spirituelle. Voilà. Et ces deux fleuves, de ce fleuve, il a donné deux rivières, et ces deux rivières doivent retrouver leur jonction à travers la mécanique universelle. Je dis. Dans l'homme, l'absolu s'élève à la conscience de soi et devient l'idée absolue, c'est-à-dire la pensée se réalisant elle-même comme partie de l'absolu, s'élevant au-dessus des limitations et des buts individuels, et saisissant sous le désaccord universel l'harmonie secrète de toute chose. Oui, en même temps, moi je me sens exactement comme ça. Voilà. Il y a des contradictions en moi, malheureusement, en pagaille, j'ai envie de durer, mais je me massacre avec l'alcool parfois pour essayer de gérer mes angoisses, voilà, mon hypersensibilité ou des choses comme ça. Je sais que l'humanité va vers sa perfection. Je ne devrais même pas lutter, batailler sur Twitter ou contre voilà, donner mon avis sur ces choses-là. Je devrais être beaucoup plus fataliste et dire ben, c'est comme ça. Voilà.
en état d'extase. D'ailleurs, c'est ce que j'ai ressenti. Dans cet état-là, il n'y a plus de contradiction. J'ai vécu une semaine d'extase au tout début de la mécanique universelle. Et dans cet état-là, il n'y a plus de contradiction. On est dans cette fatalité, mais une fatalité joyeuse, ça n'a rien à voir. C'est pas une fatalité morbide, on jubile, quoi. On sait que tout est parfait dans le meilleur des mondes, c'est exactement ça. Et si Leibniz dit ça, c'est qu'il l'a vécu, il l'a ressenti. Leibniz a été éclairé, Hegel a été éclairé, Platon a été éclairé, Spinoza a été éclairé, etc., etc., etc. C'est comme ça. La raison est la substance de l'univers. Le plan du monde est absolument rationnel. Purée, mon Dieu, merci mille fois, Will Durant, de m'avoir simplifié cette pensée. Ce n'est pas que la lutte et le mal ne soient que des imaginations purement négatives. Ils ne sont que trop réels, mais ils constituent au regard de la sagesse des étapes vers la perfection et vers le bien. Il parle de ça. Comment ça se fait, Will Durant, que ça ne t'a pas poussé à dire on va vers la perfection, l'humanité est destinée à atteindre cette perfection? Comment ça se fait que ce n'était pas encore le moment? Bon, remarque, il pense à cette idée. Dans les années 30, Hitler était là, il était en Europe, je crois, à ce moment-là. Il voit le drame que c'est impossible d'avoir une vision claire quand on vit un moment aussi paroxystique que ça, et qu'on est inclus dans la société. Parce que moi, je le vois, ce moment-là, actuellement. C'est un moment déchirant, avec l'extrême droite qui monte à bloc de partout, l'imbécilité, la violence des relations, le fait que les doux sont obligés de se taire, d'abandonner, de perdre la lutte, d'être en dépression, et de laisser la place aux grandes gueules, aux plus violents, à ceux qui voient, qui prennent tout en noir et blanc, et qui se croient toujours du bon côté de la barrière et qui méprisent les autres. Je suis devant cette chose-là. Si je ne m'étais pas isolé, si je ne vivais pas dans un contexte vraiment isolé, évidemment, je ne pourrais pas y réfléchir à ça. Si ça devait venir maintenant, la mécanique universelle, si au lieu d'être venu il y a 20 ans, je devais y penser maintenant, ça ne serait pas possible vis-à-vis de ce qui se profile. Le monde ne donne aucune garantie du fait qu'on évolue vers la perfection, qu'on ne va pas revenir au nationalisme, qu'on ne va pas refluer, alors qu'on construit progressivement. On est parti du clan à la tribu, de la tribu à la cité, des cités au pays, du pays à la nation, de plusieurs nations, au continent, à l'Europe, etc. Et qu'on avance vers, donc si on continue cette ligne, on va vers l'universel, vers un fonctionnement universel. Mais ce que donne le monde actuellement, c'est on veut refluer. Voilà, la force qui est dominante, c'est la force qui dit non, on ne veut pas plus de tout ça, on veut revenir au national, et une fois au national, on revient au régional, et du régional, on reflue aux villageois, etc. Enfin, on voit qu'il y a cette force de régression qui est forte. Donc voilà. L'effort est la loi de croissance. Le caractère se forme au milieu des orages et des violences du monde, et l'homme n'atteint sa parfaite stature qu'au travers des contraintes, des responsabilités et de la souffrance. Ça, par contre, oui,
c'est vrai, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà temps de sortir de ça? C'est ce qu'on voudrait toujours. Je pense que mon problème, et c'était peut-être le problème aussi de Hegel, qui croyait que, en voyant Napoléon ou la Révolution française, que c'était, ça y est, c'était abouti, que c'était la fin de l'histoire. Et après, il s'avère que ce n'est pas le cas. Et parce qu'on veut de notre vivant, on voudrait que ça soit les choses comme ça. Moi, c'est clair que j'aimerais que le monde puisse évoluer en s'épargnant la souffrance, en s'épargnant l'antagonisme, la guerre, la violence, la destruction, etc. C'est peut-être pas encore le temps. Et alors ça veut dire que je suis juste un visionnaire, je suis juste un anticipateur, je suis juste un prophète d'une certaine façon. Voilà. À ce moment-là, il faudra me résoudre à ça, parce que ce désir d'enlever, de d'ôter la souffrance à mes frères humains, elle est là. Il est là, ce désir-là. Comme il était chez François Villon, sans doute, et chez chez Van Gogh et chez tous les gens qui souffraient le martyre de voir ce monde tel qu'il était et de vouloir lui éviter la souffrance. C'est logique. La douleur elle-même a sa raison d'être. Elle est une preuve de vitalité et un stimulus de reconstruction. La passion aussi a sa place dans la raison des choses. Ça, je le dis dans les vidéos précédentes. Rien de plus grand dans le monde n'a été réalisé sans passion. Et même les visées égoïstes d'un Napoléon contribuent à leur insu au développement des nations. Donc il avait compris ça aussi. C'est un génie, je le savais, mais voilà. Il avait compris aussi que oui, effectivement, il a contribué de façon énorme. Et en fait, c'est ceux qui vont au pilori, quoi, qui se mettent au pilori, qui montent en haut, qui acceptent d'aller se faire castagner et c'est là où il y a quelque chose, d'ailleurs, où je dois me réconcilier aussi avec ça. Parce que je vois le narcissisme, je lutte contre le narcissisme, parce que je pense qu'il faut lutter contre le narcissisme. C'est une nécessité. Mais, en même temps, je vois toute la beauté de ce narcissisme, de ces gens qui vont se mettre en tant que célébrité, se mettre au milieu parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont été élevés comme ça par leur mère, leur père, etc. Ils ont été faits en tant que narcissiques. Donc, ils ont besoin de cette célébrité, ils ont besoin d'aller en tête d'affiche, de se montrer. Et pour certains d'entre eux, ils vont recevoir, s'ils sont pas hyper clean, hyper parfaits, comme voilà ces célébrités politiques qui transgressent, où leur pulsion sexuelle va les conduire à commettre des choses injustes ou quoi que ce soit. Ils vont être comme ce tableau de ce saint, je ne sais pas si c'est Saint Jérôme, où il est transpercé de flèches. Voilà, un saint qui est... Voilà, et donc ils vont se faire maltraiter. Au fond, c'est des saints. Mais évidemment, il faut les considérer, il faut les critiquer, c'est normal de les mettre au pilori. C'est normal qu'un Weinstein, je ne sais pas moi, ces gars-là, qui soient maltraités par la société. Si elle était bonne, la société le comprendrait, elle ne maltraiterait pas. Elle dirait, ben voilà, grâce à toi, le monde va changer. Mais malheureusement, ça passe par cette dimension-là. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est parce qu'on est encore archaïque.
Et dans cet archaïsme, il faut juger. Et on le voit sur les réseaux sociaux, le moindre faux pas de quelqu'un, il est tout de suite cloué au pilori, etc. Et alors moi, j'essaye d'écrire justement, d'adoucir, tout en disant que c'est normal, que c'est comme ça que la société, elle peut évoluer. C'est en critiquant, en montrant du doigt, etc. Mais on pourrait s'épargner la violence qui va avec. Voilà. Euh, la vie n'est pas faite pour le bonheur, mais pour la perfection. L'histoire du monde n'est pas le théâtre du bonheur. Les périodes heureuses n'y sont que des pages blanches, car ce sont des périodes d'harmonie. Et ce stupide contentement est indigne de l'homme. Eh bien, il a tout compris, ce Hegel. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que Will Durant comprend tout ça, mais il ne peut pas le transformer en autre chose. L'histoire ne s'écrit que dans ces périodes où les contradictions de la réalité sont résolues par la croissance, comme les hésitations disparaissent dans l'aisance et l'ordre de la maturité. L'histoire est un mouvement dialectique, presque une série de révolutions dans lesquelles un peuple après l'autre, un génie après l'autre, devient l'instrument de l'absolu. Oui, bien sûr, c'est ça. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, c'est encore l'Occident, mais l'Occident va devoir céder le pas. Et ce sera peut-être la Chine, et ce sera peut-être les sociétés émergentes, etc., etc. Et si on était conscient de cette évolution, on abandonnerait le fait de passer d'un empire à un autre, d'un dominant, le prétendant qui renverse le dominant qui part faire sa dépression de son côté, et le prétendant devenu dominant qui part dans la toute-puissance, dans les excès pendant un moment, le temps de se rééquilibrer la tête. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a eu les Égyptiens, il y a eu les Grecs, il y a eu les Perses, il y a eu les royaumes d'Afrique, il y a eu, etc. Voilà. Et on arrive, c'est comme ça que se construit l'humanité. Et c'est comme ça que, progressivement, on a créé l'ONU, l'OMS, l'OMC, toutes les structures pour fonctionner universellement. C'est la première fois que ça existe. Et c'est pour ça d'ailleurs, voilà pourquoi Will Durant ne peut pas comprendre. Parce qu'en fait, ces structures-là, moi, je les connaissais, je savais qu'elles existaient. Donc ça s'est mélangé avec l'intuition et ça a permis cette connaissance. À l'époque, dans les années 30, Will Durant ne pouvait pas voir ça. C'était pas possible. Ça n'avait pas encore été fait, la communauté des nations. Je pense pas. Les grands hommes ne sont pas tant les procréateurs que les accoucheurs de l'avenir. Ce qu'ils apportent est adopté par le Zeitgeist, l'esprit du siècle. Le génie ne fait qu'ajouter une pierre à l'édifice, comme d'autres l'ont fait exactement. Bien sûr, c'est pour ça que moi, j'ai pas de honte à considérer ma façon de penser comme celle d'un génie, mais parce que c'est juste un ouvrier comme un autre, c'est tout. C'est génie dans cette partie-là, dans la pensée, et dans ce type de pensée philosophique. Oui, d'accord, ben je pense que je suis un génie à ce niveau-là. Voilà. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de... C'est aussi ordinaire que mon père qui était aide-maçon et qui creusait qui était terrassier, qui creusait les trous pour installer les conduites d'eau et d'électricité. Voilà, c'était le plus bas de la hiérarchie. Il n'y a rien de mieux que lui, rien de mieux que le SDF qui tend la main et qui fait un boulot aussi important que moi pour l'humanité, parce que chaque personne qui le voit est métamorphosée grâce à lui. Ça booste l'esprit.
Voilà, ça rend plus cons ceux qui sont cons et qui vont dire ouais c'est bien fait pour lui, et ça rend meilleurs ceux qui ont besoin de développer leurs sentiments, etc. Voilà. Voilà. Bon, je vais aller quand même au bout. Le génie ne fait qu'ajouter une pierre à l'édifice, comme d'autres l'ont fait. La sienne semble avoir l'heureuse chance d'arriver la dernière, et quand il la dépose, la voûte tient toute seule. Voilà, ben, lui, il a posé la pierre. C'est clair, voilà, il a posé cette pierre-là. Hegel. Et c'est pour ça que je pense que c'est le génie des génies. Il a posé la dernière pierre de la voûte. Voilà. Moi, simplement, je mets peut-être un éclairage, j'allume, voilà, j'allume la lumière, mais la voûte, c'est l'histoire de la philosophie, toute l'histoire de la philosophie, ça vient des Empédocles, et des bien avant cela, etc. Et après des Platon et de toute l'histoire de la philosophie, et celui qui va poser la pierre d'angle, je ne sais pas comment elle s'appelle, la pierre qui tient l'édifice, c'est Hegel. Voilà, c'est clair. Le génie des génies. De telles personnalités n'avaient nullement conscience de l'idée générale qu'elles révélaient. Hegel devait le savoir. Et pourquoi il a été aussi touffu, c'est parce que c'est écrit dans l'exaltation, dans la puissance de la compréhension des choses. Tu découvres, voilà, c'est aussi le sentiment qu'il a dû avoir, c'est le même que un navigateur qui découvre, voilà, les aborigènes qui partaient sur des pirogues et qui arrivaient sur une île, sur une nouvelle île, après des journées de navigation sans savoir où ils allaient. La joie qu'ils devaient avoir, c'est quelque chose d'hallucinant, d'incroyable. Ceux qui ont amené l'humanité les Africains qui sont venus coloniser, qui sont venus s'installer les premiers en Europe, quand ils sont arrivés, ils ont dû, voilà, c'est merveilleux. Et Hegel, il a dû être dans cette extase, sauf que comme il écrivait, c'est extrêmement compliqué de pouvoir simplifier les choses. Il était dans l'exaltation. Je pense que son œuvre, c'est l'exaltation. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Mais elle avait une certaine prescience des besoins de l'époque, qui était mûre pour le progrès. Cette idée était la vérité même pour leur temps, pour leur monde, l'espèce la plus proche à venir et qui était déjà formée dans le sein du temps. Voilà, je vais m'arrêter là pour celle-ci. Je pensais pouvoir finir. Bon, il restera une page, je la finirai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ça m'a bien mis en exaltation, cette chose-là. Tant mieux. Ah ben tiens, je vais aller chercher quelque chose pour me soigner. Pour faire tomber cet état un peu d'exaltation qui est derrière, mais qui est génial, hein, mais je ne sais pas comment le gérer. Ça me donne en même temps un sentiment de vide. Et c'est un vide affectif simplement. Voilà, c'est ça. C'est que je suis tellement heureux que j'aimerais le partager. Voilà, j'aimerais le partager avec de façon affective, par l'amour, évidemment, dans ce truc-là. Je ne me plains pas de ça. Hein, je me suis mis un peu à l'écart de ça. Mais donc, ce vide-là, j'ai besoin de le compenser. J'ai besoin d'aller le chercher, d'aller le remplir de liquide dans ces moments-là. C'est un peu pathétique, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, c'est ma vie, c'est comme ça qu'elle se fait. Je suis loin d'être malheureux de cette existence. Le fait de m'avoir donné cet esprit, je m'ennuie jamais avec cet esprit-là. C'est pour ça que je peux vivre seul sans aucune difficulté. Voilà, là, pour moi, c'est une journée magnifique. J'ai fait 3 ou 4 vidéos et j'ai même découvert des choses qui étaient en moi, que j'avais. Mais voilà, je suis content de moi, là, dans cette chose-là. Et je ne me suis pas du tout ennuyé, je m'ennuie jamais avec cet état d'esprit-là. Donc, voilà, il faut supporter aussi la solitude que ça engendre.
Eh ben, Van Gogh supportait la solitude de son génie. Il a travaillé, il a fait son, son œuvre, et il y a la souffrance qui va avec. Voilà, c'est la récompense de la gloire. C'est l'hypersensible. Bon, par exemple, euh, il souffre de ce monde tel qu'il est, c'est clair. Mais en même temps, il va vibrer à la moindre petite chose belle, quoi. Que un petit acte d'amour d'une fourmi à une autre, ça va l'émouvoir, ça va le. Voilà. Là où d'autres vont être obligés de torturer, à l'opposé, par exemple, le psychopathe qui n'arrive pas à toucher sa sensibilité, il va être obligé de torturer quelque chose, un être humain, pour ressentir un petit peu quelque chose. Donc c'est hallucinant quand on y pense que peuvent cohabiter des mondes comme ça dans cette humanité. Mais c'est comme ça. Et donc dans cette hypersensibilité, l'hypersensible, évidemment qu'il y a cette... c'est la rançon de la gloire, c'est l'envers de ce plaisir. Il y a beaucoup de plaisir à être hypersensible, à être même si ça le dérange, même si la timidité comme la mienne extrême, le manque de confiance en moi me ferme la porte à l'existence sociale, mais en même temps, voilà, je suis récompensé d'un autre côté. Donc, je suis qu'heureux de tout ça, voilà. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. Si la sagesse amènerait à ça. Et d'ailleurs, un jour, la sagesse qui parle déjà de ça, il y a beaucoup de sages qui ont parlé certainement de ça. Donc, cette sagesse-là sera la norme dans l'avenir. Voilà. Bon, voilà, je m'arrête. À très bientôt. Ben, ça sera une vidéo psycho-sociologique et philosophique. Merci de votre écoute.